Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Quand on veut, on peut. Voici ce qu'avait déclaré la ministre de l'Asile et de la Migration, Adeline Van Bossut, quand des parlementaires lui avaient reproché il y a quelques semaines de ne pas respecter une décision de la Cour constitutionnelle sur l'accueil des réfugiés. Mais en fait non, quand on fait partie du pouvoir exécutif, il ne suffit pas de vouloir, il faut aussi respecter l'état de droit qui garantit la démocratie et la protection des droits fondamentaux contre l'arbitraire. Le Conseil d'État vient de le rappeler à la ministre et on va revenir sur cet arrêt dans notre émission ce soir. On va essayer de comprendre aussi les implications de cette politique considérée comme la plus stricte en matière de migration. On parlera des visites domiciliaires notamment, mais plus largement on va questionner cette pente glissante sur laquelle se trouve l'état de droit en Belgique et les conséquences pour les personnes en situation de migration aujourd'hui, mais pour toutes et tous demain. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Bonsoir, Société Ngo. Bonsoir. Vous êtes directrice générale du CIRE, Coordination Initiative pour réfugiés et étrangers. Et bonsoir, Jean-François Gérard. Vous êtes avocat, administrateur d'avocat.be en charge des questions relatives à la migration et à l'aide juridique. Et par ailleurs, vous êtes membre de l'Observatoire de l'état de droit qui vient d'être créé par avocat.be. Alors, j'ai juste envie de vous poser une première question sur cet observatoire, Jean-François Gérard. À partir du moment où on décide de créer un observatoire de l'état de droit, c'est parce qu'on estime que la situation est tellement grave qu'aujourd'hui, il faut absolument documenter plus précisément les atteintes. Oui, c'est ça. Effectivement, les atteintes à l'état de droit en Belgique ne sont pas nouvelles. La crise de l'asile et de l'accueil est un exemple fort visible, mais des attaques ont lieu régulièrement depuis déjà quelque temps. La volonté d'avocat.be de créer cet observatoire, c'est effectivement une manière de rendre les choses plus formelles, de collecter plus d'informations, sur le sujet, de documenter ce qui se passe et de pouvoir réagir quand c'est nécessaire. Alors on va revenir effectivement sur la manière, sur toutes ces atteintes, que ce soit dans le secteur de la migration, entre guillemets, de l'accueil, de l'asile et dans d'autres domaines. Mais je vous propose qu'on commence par l'exemple que je donnais un peu en introduction. Donc c'est un exemple évidemment récent dans un dossier où les atteintes à l'état de droit se multiplient. Ce sont donc les questions liées à l'accueil des personnes migrantes. Société Ngo, si on revient un peu en arrière, la ministre de l'Asile et de la Migration, elle avait ordonné au service de fait d'asile de refuser l'hébergement aux demandeurs de protection internationale qui ont déjà obtenu une protection dans un autre pays de l'Union. Donc ça veut dire que ces personnes, elles se retrouvaient à la rue, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, ce public-là est visé par les autorités depuis un moment. Adeline Van Bossut n'est pas la première. Ce sont ces personnes qui obtiennent un statut de réfugiés, un statut de protection dans un autre État de l'Union européenne. De qui on parle réellement ? C'est beaucoup des personnes palestiniennes, donc des vrais réfugiés, qui obtiennent un statut en Grèce. Il faut savoir que la Grèce, pendant tout un temps, ne traitait pas ces demandes, puis a changé de stratégie. Elle traite vite les demandes et elle distribue un petit peu des statuts de réfugiés, mais elle distribue avec aussi les documents de voyage pour continuer sa route. Et les personnes continuent leur route, pas pour la météo en Belgique, mais aussi parce qu'en Grèce, en fait, elles ont 30 jours pour sortir de leur dispositif d'accueil et trouver un logement, trouver un travail, trouver des moyens de subsistance, une école pour les enfants. Et tout ceci, en Grèce, c'est impossible. Et donc, les personnes continuent, ce qui pose un problème aux autorités belges depuis un moment. Et ces personnes sont présentées comme des abuseurs, des fraudeurs, alors qu'il s'agit bien de personnes réfugiées qui essayent de subvenir à leurs besoins dans une vie quotidienne. Et ce n'est pas que mon avis, c'est aussi l'avis de nos autorités, de nos instances d'asile, puisque beaucoup de ces personnes obtiennent aussi en Belgique un statut de réfugié. Donc c'est bien la preuve que le besoin de protection est avéré et que ça n'est pas de la fraude, de l'abus. Ici, évidemment, on s'oppose complètement à la vision que la ministre développe sur pourquoi ces personnes arrivent et quelles sont-elles. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que la ministre décide de ne plus offrir l'hébergement à ces personnes. Cette décision, elle a été suspendue par la Cour constitutionnelle le 26 février dernier. Le temps, d'ailleurs, que la Cour, elle précise, la Cour, qu'elle doit vérifier auprès de la Cour de justice européenne si ce n'est pas contraire au droit européen. Donc là, la décision, normalement, est suspendue par la Cour constitutionnelle, mais la ministre dit « je m'assieds dessus ». Oui, elle s'assied dessus complètement. Donc, le gouvernement, notre gouvernement Arizona a pris des mesures, a adopté des nouvelles lois l'été dernier. C'est une loi du mois d'août.
Des recours ont été introduits parce qu'on considère effectivement qu'il y a un problème, et des recours ont été introduits notamment pour des requérants individuels. Et donc, c'est suite à ces recours que la Cour constitutionnelle a dit « il y a un problème, je suspends la loi, il y a un problème et je vais poser une question préjudicielle pour savoir comment traiter le problème ». Et c'est quand même la première fois, en tout cas depuis que je suis à la direction du CIRE, que je vois une ministre s'asseoir à ce point sur une décision, et pas n'importe laquelle, la décision de la plus haute juridiction administrative du pays. Et puis, elle s'assied dessus, elle le dit, et elle prend des instructions en disant « je vais contourner l'avis de la Cour constitutionnelle parce que moi j'ai une autre interprétation ». Donc apparemment son interprétation a la même valeur que l'interprétation de la Cour constitutionnelle. Et je vais motiver le refus d'accueil, parce que son objectif, quand on veut, on peut, elle veut refuser l'accueil. Je vais motiver ce refus d'accueil sur une autre base. Ce qui n'est pas de chance, c'est que cette autre base, nous l'avions attaquée aussi il y a quelque temps et nous avions aussi gagné. Et donc, quand elle a pris cette instruction, nous sommes allés, avec avocat.be notamment, en recours en justice au Conseil d'État. Et le Conseil d'État nous a donné raison, évidemment, a suspendu la nouvelle instruction. Vous voyez la technicité du sujet, et c'est extrêmement difficile de voir une ministre faire fi de cette technicité pour avoir de nouveau une communication très simpliste sur le sujet, mais il ne faut pas que les auditeurs et les citoyens perdent de vue qu'ici, c'est des principes fondamentaux de notre État démocratique qui sont bafoués, violés, et les conséquences, c'est pour les personnes étrangères. Jean-François Gérard, effectivement, le Conseil d'État, la semaine passée, a donc confirmé que la ministre ne pouvait pas poursuivre dans cette voie. Donc ça veut dire quand même que les autorités judiciaires, elles continuent aussi à faire leur travail face à ces attaques à l'état de droit. Oui, bien sûr. On est dans un régime basé sur la coexistence de trois pouvoirs, et le pouvoir judiciaire joue son rôle à plein. La Cour constitutionnelle, quand elle est saisie de questions liées à la compatibilité de lois avec la Constitution et le droit européen, le Conseil d'État, quand il est saisi sur la validité d'actes réglementaires. Et donc, ces deux juridictions ont à nouveau sanctionné des comportements du pouvoir exécutif. Le souci, c'est que depuis quelques années, même quelques décennies, on voit que le pouvoir exécutif s'affranchit des deux autres. On sait déjà que le Parlement ne joue plus le rôle qu'il devrait jouer de manière indépendante et qu'on est dans un régime de particratie, ça c'est pas nouveau. C'était déjà le cas il y a 40 ans. On voit maintenant que l'exécutif s'affranchit de plus en plus du pouvoir judiciaire. On a la crise de l'accueil qui dure depuis maintenant plusieurs années avec des milliers de décisions qui ne sont pas respectées. La différence ici, c'est qu'on ne parle pas de décisions des tribunaux du travail comme dans le cas de la crise de l'accueil, mais quand même de deux décisions qui se succèdent à quelques semaines d'intervalle et qui viennent de la part des plus hautes juridictions du pays. Mais ça n'est malheureusement pas nouveau. Il y a cet exemple fameux de la phrase de la réaction de Frank Van den Broek pendant le Covid. Vous vous rappellerez que les pouvoirs judiciaires avaient à l'époque sanctionné certaines des mesures prévention Covid, jugeant qu'elles étaient inutilement protectrices et qu'elles mettaient en péril certains droits fondamentaux. Et à l'époque, Van den Broek était sorti dans la presse en disant une phrase du genre « Je ne suis pas impressionné par les décisions de justice ». Sous-entendu, je ne vais pas les respecter, je vais continuer. Et malheureusement, on voit que dans nos matières ici, la ministre Anne-Hélène Van Bessoyt continue et amplifie même le mouvement parce que, à la différence de Van den Broek ou de sa prédécesseur Nicole Demore, qui étaient frontaux dans leurs attaques en disant « il y a une décision qui dit noir, mais je vais continuer à dire blanc », ici, comme vient d'expliquer Soty, elle manipule en fait, elle contourne et elle induit la confusion dans l'esprit du public parce que vous lisez ça et vous avez l'impression qu'en fait, elle a raison et que nous, les avocats ou les associations, sommes les empêcheurs de tourner en rond. Et c'est souvent le message qu'elle met en avant. En fait. Elle dit « Vous m'empêchez de réaliser ma politique est nécessaire, c'est pour ça que j'ai été mise en place ». Donc on est malheureusement dans un stade encore plus avancé du mépris de l'état de droit et de dangerosité pour tous. Mais ça veut dire qu'effectivement, elle a répété à plusieurs reprises que c'était des tentatives de bloquer sa politique. Est-ce que pour vous, c'est vraiment une manière de présenter la justice et le respect des droits fondamentaux comme un obstacle, une entrave finalement à une politique
efficace. Oui, exactement. Et c'est un classique dans l'évolution des régimes politiques vers une autocratie ou vers le fascisme. C'est la mise en cause systématique des cadres, y compris du cadre juridique. Et elle le reconnaît à mots couverts. Son message revient à dire « le droit, c'est moi ». La première fois que je l'ai rencontrée, quand elle a pris ses fonctions, il y a un peu plus d'1 an, c'était assez effrayant parce qu'elle expliquait, on va mettre en place une politique migratoire parce qu'on estime que c'est nécessaire. On va donc faire avancer ou évoluer le droit. Jusque-là, on peut la suivre parce qu'effectivement, c'est le rôle de l'exécutif d'initier des changements. Mais il y a des procédures à respecter. Il faut aller au Parlement, puis il faut accepter la sanction du pouvoir judiciaire s'il y en a une. Mais elle a poursuivi en disant « et moi, je sens ce qui est nécessaire ». Sous-entendu, le droit, c'est moi. J'ai le pouvoir ou j'ai cette capacité à comprendre les besoins de la population et à y répondre en me passant, sous-entendu, du législatif et du judiciaire. Et donc c'est très dangereux sur le plan du comportement et sur les dérives du régime politique dans lequel on vit. Ouais. C'était Ngo, cette semaine, il y a eu des questions parlementaires à la ministre, justement, sur cet arrêt du Conseil d'État pour voir ce qu'elle comptait faire. Donc là, elle précise qu'effectivement, elle va un peu s'adapter. En même temps, elle n'a pas la même lecture que la vôtre. Donc elle précise que la Cour, le Conseil d'État en l'occurrence, ne dit pas qu'elle a ignoré l'arrêt précédent de la Cour constitutionnelle. Donc on voit qu'il y a une double vérité. Il y a la vérité d'une série de parlementaires qui lui ont posé des questions, vérité des associations qui sont allées au Conseil d'État, vérité du Conseil d'État et une vérité de la ministre. Oui, effectivement, une double vérité. Et alors, ça me fait mal de faire la comparaison d'entrée de jeu, mais avec une double vérité invoquée par d'autres dirigeants dans d'autres régions du monde. Quand il y a deux vérités ici, donc c'est pas la vérité des requérants qui attaquent les décisions, la politique menée par la ministre, c'est la vérité des plus hautes juridictions du pays. Mais c'est si fallacieux ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Madame Van Bossoyt, on attend encore exactement ce qui va se passer. Donc, elle va tenter de prétendre que, il va y avoir des décisions individuelles, puisque ce n'était pas son intention jusqu'à présent, c'était de refuser collectivement l'accueil aux personnes qui viennent de Grèce avec déjà un statut de protection. Elle va dire, mais on va prendre des décisions individuelles. Je ne suis pas sûre qu'elle a consulté son administration, fait d'asile, les travailleurs de cette administration qui sont mis fortement sous pression depuis plusieurs années, depuis le début de cette politique de non-accueil. Il va être impossible pour les travailleurs du dispatching de faits d'asile qui voient les personnes arriver chaque jour de faire une analyse individualisée et de motiver individuellement une décision de refus d'accueil ou une décision positive en matière d'accueil. On est face à des situations avec des familles avec des enfants mineurs, des personnes âgées, des personnes dont il faudrait simplement se poser la question, ont-elles un besoin de protection ? Ont-elles besoin d'une place d'accueil ? Et en fait, il n'y a pas besoin d'aller regarder plus avant la vulnérabilité parce que venir d'un pays en guerre avec un besoin évident de protection et n'avoir manifestement pas des valises pleines d'argent pour faire face à ses besoins, ça justifie déjà la décision d'accueil. Et donc, c'est en ça que on est dans une situation tellement inquiétante, alors ça donne du travail, les journées sont bien remplies, mais c'est tellement inquiétant d'arriver à expliquer avec nuance et détail ce qui est en train de se passer quand notre ministre tient juste une position qui permet à l'auditeur de croire qu'il y a simplement un désaccord sur la vision en matière de politique migratoire. Moi, je respecte tout à fait qu'on puisse ne pas partager la vision que j'ai en matière de politique migratoire. Par contre, quelle que soit sa vision, notre État démocratique impose de respecter les 3 piliers de notre État, les décisions de justice, la loi qui est à l'œuvre, et puis les normes internationales. Lorsque la Cour constitutionnelle dit « je vais poser une question préjudicielle », qu'est-ce que ça coûte à notre gouvernement d'attendre la réponse à cette question préjudicielle ? Donc une question à la Cour de justice européenne, oui, juste pour être précis. Effectivement. Donc ici, il y a effectivement le sentiment que la loi et le droit, c'est notre gouvernement et qu'il s'affranchit
de tout un tas de balises démocratiques. Jean-François Gérard, Société & Go, a expliqué effectivement l'impact que cette décision allait avoir sur les personnes qui étaient en demande de ce statut de protection. Mais vous avez déjà aussi évoqué un petit peu l'impact que ça a sur les fonctionnaires. Et je voulais revenir avec vous là-dessus, Jean-François Gérard, parce que le fait d'appliquer une décision jugée illégale par la Cour constitutionnelle, ça peut avoir un impact aussi sur les fonctionnaires, parce que les fonctionnaires de fait d'asile, ils se retrouvent dans une position plus qu'inconfortable. Oui, en effet, ça fait maintenant quelques années que ça dure. On le sent dans nos contacts avec eux qui sont très réguliers. Il y a un inconfort parce qu'ils sont coincés entre le marteau et l'enclume. D'une part, le fait que FEDASIL est une agence fédérale et donc soumise à l'autorité de la ministre, en l'occurrence aujourd'hui Van Bossuyt, mais précédemment De Moor et avant d'autres, et que donc ils sont dans une chaîne hiérarchique et censés respecter les instructions qu'ils reçoivent. Mais par ailleurs, les fonctionnaires ont aussi des responsabilités individuelles, celle notamment de ne pas exécuter des ordres manifestement illégaux. Alors jusqu'à présent, on pouvait ergoter sur le fait de savoir si les instructions étaient manifestement illégales et susceptibles donc de constituer une infraction pénale. Là maintenant, avec la séquence Cour constitutionnelle, Conseil d'État, il est établi de manière très très claire que les instructions de la ministre sont manifestement illégales. Et donc il y a on peut attendre une réaction de la part des personnels de FEDASIL qui dirait à un moment donné on va arrêter. Alors on sait en pratique qu'ils sont déjà parce que la plupart des gens qui travaillent chez FEDASIL sont des personnes qui ont une expérience humanitaire, qui font ça par choix parce qu'ils veulent aider. On sait déjà qu'il y a certaines décisions qui se prennent de manière flexible. Ce sera intéressant de voir ce qui va arriver dans les jours qui viennent, parce que comme le dit Sociéta, donner instruction de motiver individuellement chaque refus, c'est impossible à mettre en pratique. Il y a, de l'aveu même de FEDASIL, un peu plus de 450 personnes, statut M, comme on les appelle, donc les personnes avec protection dans un autre État membre, souvent la Grèce, qui sont ici et pour lesquelles on a déjà refusé l'accueil. Et d'après leurs estimations, on s'attendrait à avoir 100-120 personnes qui arrivent chaque mois. Ça fait donc des centaines de décisions, de dossiers à traiter individuellement. C'est juste impossible dans le cadre actuel. Et en plus, ces décisions vont évidemment utiliser souvent les mêmes motifs et donc vont être contestées et vont générer un nouveau contentieux devant les juridictions du travail qui ont déjà été débordées précédemment dans le cadre de la crise de l'accueil. Et donc il y a un côté complètement absurde à d'un côté discréditer le pouvoir judiciaire et de l'autre à le surcharger de procédures inutiles. Ou alors peut-être que c'est fait exprès pour juste ennuyer les juges et leur renvoyer l'ascenseur. Mais la situation devient surréaliste complètement. Avec des travailleurs du coup qui, on vous le disiez, un peu de flexibilité, qui se posent des questions ou qui finissent par démissionner parce qu'en fait ils ne savent plus comment réagir ou mettre en place des stratégies de résistance, mais comment, je ne sais pas. Alors certains travailleurs sont syndiqués au sein de l'agence, donc il y a des possibilités, ils peuvent... il y a une forme de résistance. Il y a ce qu'on appelle en droit du travail général, c'est un peu plus formalisé en France que chez nous, mais c'est cette notion du droit de retrait qu'on a vu de nouveau s'exercer pendant la période Covid, où on a accepté que des salariés ne se rendent plus sur le lieu de travail, estimant que l'employeur ne mettait pas suffisamment de mesures en place pour les protéger leur santé. Donc cette notion de droit de retrait, elle est reconnue en jurisprudence française, mais belge également, et pourrait être utilisée par les travailleurs pour dire je n'exécute pas l'ordre, ou en tout cas je suspends l'exécution de mon contrat ou de mes prestations jusqu'à ce que les instructions reçues soient enfin conformes à la loi. Il y a la démission évidemment, mais on est sans doute les derniers au niveau des associations et des avocats à vouloir que le personnel de FEDASIL démissionne en masse, parce que la situation serait bien pire évidemment. On cherche tous la même chose, à savoir assurer une vie digne à des gens qui sont en souffrance, qui sont ultra vulnérables et qui ne sont pas des abuseurs comme tend à le laisser penser la ministre.
Société Ngo, du coup, on a beaucoup parlé de cette décision, évidemment, du Conseil d'État de la semaine passée, mais il y a d'autres aspects de la politique en matière de migration qui posent question. Il y a aussi la question, par exemple, des visites domiciliaires. Donc là aussi, il y a un avis du Conseil d'État qui a été très dur sur la proposition de loi de la ministre. Il y a toute une série d'associations qui sont encore sorties cette semaine en disant les visites domiciliaires, c'était non hier, c'est non aujourd'hui et ce sera non demain. Et pourtant, il y a, à l'heure où on enregistre l'émission, on parle d'un projet de loi qui serait peut-être présenté là, dans les prochaines heures par la ministre. Mais oui, c'est de nouveau l'illustration de deux choses. Quand on veut, on peut. Vous commenciez l'émission avec ça. Donc, la NVA souhaite depuis un moment, c'était Theo Franken le premier, mettre en œuvre cette loi qui permet d'aller rafler, parce que donc visite domiciliaire, c'est pas les bons termes. Hein. Une visite, on a l'impression que c'est un peu courtois. Domiciliaire, c'est juste à la maison. C'est pas une visite domiciliaire, c'est une rafle et une perquisition. Et donc l'intention politique de la NVA, en tout cas, est d'aller rafler et perquisitionner les personnes sans papier là où elles résident, dans leur domicile propre ou au domicile des personnes solidaires qui les hébergent. Et voilà, ce gouvernement Arizona va probablement permettre la concrétisation de cette volonté politique, mais ça va poser les mêmes problèmes que ceux dont on parle depuis le début de l'émission, c'est-à-dire qu'il y a un Conseil d'État, donc une haute juridiction qui rend un avis assassin sur le projet de loi, d'autres autorités qui rendent des avis très questionnants, les juges d'instruction qui ont pris une position aussi vraiment très intéressante au niveau du fond. Donc il y a une opposition, pas politique, une opposition juridique, légale au niveau du regard sur le respect des droits fondamentaux. Et on a tendance à penser que le gouvernement va s'asseoir sur toutes ces critiques et toutes ces violations, parce qu'en fait, il est question de violation des droits fondamentaux. Et de quels droits fondamentaux on parle ? Le respect du domicile privé. En fait, le domicile privé est inviolable, pas parce qu'on considère que c'est une fantaisie, c'est parce que c'est le lieu de la vie privée et de l'intimité. Et le gouvernement Arizona s'apprête, en tout cas ne démord pas dans sa volonté d'avancer pour pouvoir aller rafler des personnes à leur domicile privé et donc désacraliser le domicile privé dès lors qu'il s'agit de personnes sans papier. De nouveau, moi, ça m'inquiète dans notre État démocratique. Dans quelle société vivons-nous lorsqu'un gouvernement essaye d'avoir des droits fondamentaux à géométrie variable en fonction du statut administratif des personnes ou de leur nationalité ? Considérer qu'une personne qui n'a pas les bons papiers n'est pas protégée chez elle, en fait, c'est pas la société dans laquelle je veux vivre, c'est pas la société dans laquelle je veux élever mes enfants. Et il va falloir s'indigner, il va falloir que les citoyens, ils sont déjà nombreux à s'indigner, mais se battent pour que ce dispositif ne voit pas le jour, ou s'il voit le jour, qu'on empêche son application. Je fais la comparaison avec la politique de ICE aux États-Unis. J'espère que les voisins, toutes les personnes solidaires et même les personnes moins solidaires vont s'insurger, s'indigner, filmer, documenter ce qui va se passer lorsque des personnes sans papier seront raflées, pas parce qu'elles sont de dangereux criminels, parce que c'est de nouveau ce que la communication politique essaye de nous faire croire, uniquement parce qu'elles n'ont pas les bons papiers en Belgique. Jean-François Gérard, quand on entend ça, on se dit qu'effectivement, pour le moment, toutes ces atteintes à l'état de droit, alors vous l'avez dit, on a eu pendant le Covid, mais c'est vrai que ces temps-ci, elles concernent beaucoup les questions liées à la migration. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui pourrait expliquer qu'il n'y a pas encore une... je ne sais pas comment l'expliquer, une révolte citoyenne, plus de résistance par rapport à ces atteintes à l'état de droit, plus de sensibilisation parce qu'on se dit ça ne nous concerne pas vraiment. Oui, tout à fait. C'est de nouveau, si on lit l'histoire et les dérives autocratiques ou fascisantes de régimes, spécialement dans les années 30, c'est la tactique bien connue de commencer par s'attaquer à des minorités dont on sait qu'étant vulnérables, elles seront moins vocales que d'autres, et puis on pousse le bouchon, comme ça on recule les limites pour une série de sous-groupes. Et puis après on s'attaque à la majorité et à ce moment-là c'est trop tard parce que la majorité n'aura jamais réagi précédemment et se retrouvera à son tour victime des violations de l'état de droit. Donc on est dans une phase où effectivement nous avocats, et puis c'est sans doute un peu la même chose du côté des associations, on est encore difficile
à faire comprendre à l'ensemble de la population la situation et le niveau de danger de la situation actuelle. Mais on y travaille et c'est notre rôle, nous, en tant qu'avocats, de dénoncer, de lancer des procédures judiciaires parce que ce sont nos armes et c'est notre combat, et de continuer à partager nos commentaires comme je suis en train de le faire maintenant, en espérant qu'à un moment le déclic se produise. Parce qu'au niveau de la population, alors il y a tout un étalage d'actions possibles avant une révolte ou une révolution. Le terme révolte citoyenne est peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai quels sont les moyens d'action, justement? C'est la pression sur les partis politiques, c'est faire en sorte que le Parlement joue son rôle et qu'on arrête ce cadenassage de la majorité et que des partis, y compris certains qui sont dans le gouvernement, puissent et osent ouvrir les paroles de leurs parlementaires et les laissent faire leur boulot, y compris de sanctionner et de désavouer éventuellement le gouvernement. Et puis pour nous, l'ensemble des citoyens, il y a la sanction des urnes aux prochaines élections qui pourrait être utilisée. Alors c'est compliqué dans un pays comme la Belgique avec le système de coalition qu'on a en place, mais il y a plein de choses à faire. Et puis il y a les manifestations aussi. Donc il y a un éventail d'actions possibles. Mais effectivement, l'enjeu des prochaines semaines, des prochains mois, ce sera de faire comprendre à tout le monde que la situation de chacun est mise en danger par les comportements d'un pouvoir exécutif tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais et surtout, je sais qu'en discutant avec vous, en préparant l'émission, vous me disiez, voilà, par exemple, le non-respect de l'état de droit pour un autre secteur, ça pourrait être demain le gouvernement qui dit on n'a plus d'argent pour payer les pensions, on arrête de payer les pensions, oui, voilà. Et c'est comme ça. Oui, bien sûr. Et c'est pas impossible. Quand on voit l'état des finances et l'attitude du gouvernement, qu'il décrète unilatéralement, on ne respecte plus un pan entier de nos obligations. Et ça va évidemment à ce moment-là parler à plus de gens, d'autant que nous, citoyens, si nous devions dire j'estime que la limite de vitesse sur les autoroutes de 120 c'est vraiment nul et je refuse de payer mes PV en dessous d'un excès de vitesse à 150, ça ne marcherait évidemment pas, on se fera poursuivre, pareil sur le paiement des impôts, mais le gouvernement lui s'autorise des libertés qui sont complètement inacceptables et qui pourraient un jour toucher l'ensemble de la population, comme dans cet exemple des pensions qui avait été émis par je ne sais plus qui, mais qui était un bon exemple. Oui, et alors peut-être juste sur les actions concrètes, justement, Société Go, quelles sont, vous, en tant qu'association, les actions que vous allez continuer à mener? Alors, il faut savoir que ça fait déjà depuis le mois de novembre qu'on a mis sur notre site internet, c'est cire.be, des modèles d'interpellation des parlementaires. Alors, comme Jean-François le dit, il y a cette majorité parlementaire, mais je pense qu'il faut essayer de faire vaciller, en ce compris, les députés de la majorité, en leur disant « Ne donnez pas votre accord pour laisser passer un texte comme celui-là, pas parce que par générosité sur la migration, c'est pas au nom du respect de notre État démocratique. » Donc, il y a des modèles d'interpellation au niveau fédéral. Le CNCD sur son site met aussi des modèles de motion communale hospitalière, parce qu'il va falloir que la police participe à ces opérations de rafle lorsqu'elles seront autorisées. Et la police communale peut-être refuser, de nouveau dans le même état d'esprit que pour la politique de non-accueil, la police communale pourrait décider de refuser de participer à ces opérations de rafle. Et puis, de nouveau, moi j'invite tous les citoyens à se renseigner sur qui vit à ses côtés, qui vit à l'étage du dessus, à l'étage du dessous, à gauche et à droite, et documente en fait, qu'on filme ce qui se passe, parce que l'on soit pour ou contre la migration, en fait, on est majoritairement pour le respect de ses droits, simplement. Tant qu'ils existent, le respect de ses droits. Et donc, il faut pouvoir, comme aux États-Unis, des personnes qui ne sont pas des combattants, des responsables d'organisations ou des avocats spécialisés, dire qu'on puisse s'exprimer en disant « Pas en mon nom, je refuse qu'on vive dans un État où on va rafler une personne parce qu'elle n'a pas les bons papiers. » Et Jean-François Gérard, au niveau de l'Observatoire de l'État de droit, effectivement, vous appelez aussi à des actions concrètes. Vous parlez de signalement aussi. Les avocats peuvent faire des signalements, par exemple, quand il y a des atteintes à l'État de droit. Oui, alors, parce qu'on parle beaucoup de la crise migratoire, on parle de la surpopulation carcérale, j'ai parlé un peu du Covid, mais la négation de l'État de droit par le pouvoir exécutif a beaucoup d'autres manifestations, malheureusement. Donc, on appelle effectivement les avocats à nous saisir au niveau de l'ordre communautaire, les citoyens aussi s'ils le souhaitent, et on va, pareil, documenter, continuer à agir avec nos armes, à savoir le combat judiciaire, quand on peut le mener.
Merci beaucoup à tous les deux. Moi, je rappelle donc Sotieta Ngo, que vous êtes directrice générale du CIRE, et Jean-François Gérard, vous êtes donc avocat, administrateur d'avocat.be, en charge des questions relatives à la migration et à l'aide juridique. Et donc je rappelle le site du CIRE, CIRE.be, et le site d'avocat.be avec cet observatoire de l'état de droit que vous venez de créer il y a quelques semaines. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis, et évidemment on va suivre ce dossier, et on vous appelle, auditrices, auditeurs, à vous renseigner en tout cas sur ces questions-là et éventuellement vous mobiliser. Merci beaucoup et belle soirée à tous.